Un violent incendie a ravagé jeudi après-midi l'ancien siège central du service maritime et de navigation d'Haïti, Semana, ainsi que le marché du port situé à proximité de cette institution au bicentenaire. Les dégâts matériels sont considérables, certaines personnes en sont sorties blessées, il y aurait même des morts selon des observateurs. L'origine du sinistre reste indéterminée, mais toujours selon des témoins, ce feu aurait été provoqué par l'explosion d'un dépôt de chlore. Suivez les explications du directeur du Semana, Fresnel Normil, arrivé sur les lieux quelques minutes après l'incident. Mais l'espace ça ouais là, son espace que nous avons jeunes qui t'a aménagé avant nous de venir en conteneur. Par rapport avec l'espace là qui n'est pas vraiment grand, nous sommes obligés seulement loger direction sécurité maritime. Non, comme on connaît en général, c'est lui-même qui est plus près de la mer par rapport à toute activité en termes de contrôle et rentrée sortie bateau dans la mer, qui fait que et dans ce sens-là, nous sommes capables de dire effectivement tout le monde connaît que le local ça, c'est lui-même c'est mandaté occupé dans le temps. Mais grâce à Dieu, nous sommes capables de dire nous pas vraiment pète qui fait en termes de matériel parce que direction centrale là, n'est pas située là. Delma 31 Jean Abdjoula là, nous avons un annexe là qui là, mais nous avons tout de trois employés en général qui sont toujours logés avec capitaine Rian. Et notons que le chef du gouvernement s'est rendu ce vendredi sur les lieux du drame où il a promis d'accompagner les victimes tout en annonçant l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce sinistre. Et vraiment, c'est une catastrophe totale que liée, mais grâce à l'intervention, quand même la police, l'intervention pompier, ils ont réussi à limiter les dégâts. Et nous connaissons que c'était un grès pratiquement chlorate qui était rempli d'explosifs dans l'agro-service qui est ce Semana. Donc, définitivement, nous n'avons pas écarté aucune piste. Et donc, le ministre de la Justice l'a gagné pour faire une investigation pour voir qui s'est passé et comment que nous pouvons accompagner tout. Et certaines victimes. Donc ça peut le faire rapidement. Absolument. Donc c'est pour ça que nous venons là, pour premièrement faire constat de situation, pour de là, parce que si on a un constat, on va avoir un bon plan d'action. Donc c'est ça que nous venons là. Et puis certainement le ministre de la Santé publique, la Santé publique peut entrer dans la situation pour capable de consigner pour que la population elle-même soit capable de sécuriser contre justement centre parce que quand même tu as un grès là, tu as toute qualité donc nous voulons que quand même la population paraît tout près et centre explosion parce que quand même il y a une investigation qui a fait, la santé publique peut venir là. Donc là, une fois nous finissons faire constat, nous-mêmes sommes capables. Non, toute bagage c'est constat, c'est état des lieux. À partir du moment de ça, nous allons venir avec des actions concrètes qui peuvent occuper la population. Bon, c'est responsabilité, nous c'est où ça nous vient là. La saison cyclonique qui débute officiellement ce 1er juin pourrait être très active. Selon des prévisions météorologiques de Rudolf Victor, près de 16 cyclones pourraient frapper Haïti. Il a réalisé une interview avec son collègue américain Steven Seaman. Suivez. Je pense qu'il y a de bonnes raisons de croire que nous devons nous attendre à une activité cyclonique au-dessus de la moyenne cette année. Si l'on se réfère aux saisons passées, où la température du Pacifique était beaucoup plus froide, avec l'absence du phénomène El Niño et la Niña, je pense qu'il y a 80% de chances pour que l'on ait cette année une activité au-dessus de la moyenne. Je pense aussi qu'on peut s'attendre à des ouragans majeurs entre la mi-août et fin octobre. Mais il ne faut pas oublier, bien sûr, que les prévisions ne sont jamais fiables à 100%. Il faut signaler également que plus particulièrement au printemps, les prévisions sont moins fiables. Par exemple, dans le cas où le phénomène El Niño se développerait, cela risque de réduire l'activité cyclonique, mais cela ne semble pas être le cas cette année. Il n'y a aucune raison de croire qu'on aura une saison hyperactive, comme c'était le cas en 2005. Mais je maintiens que les activités cycloniques seront au-dessus de la moyenne cette année. On ne peut pas déterminer à l'avance la trajectoire d'un cyclone, car il est difficile d'établir une tendance sur une période si courte de 5 ans. On ne peut pas écarter la possibilité d'une telle hypothèse, mais il y a beaucoup d'autres facteurs qu'il faut considérer. Cependant, c'est une probabilité qu'il faut prendre en compte.
Le journaliste Édouard Laventure, dit Moloscott, s'est présenté au parquet ce vendredi 31 mai. Il a nié toutes les accusations portées contre lui par le directeur de la douane, notamment les chefs d'accusation d'association de malfaiteurs, d'usurpation de titres, de faux et d'usage de faux. L'accusé Moloscott, qui était accompagné de son avocat, maître Aricidas Auguste, a rappelé qu'il était le représentant du président à la douane et même partout. Le parquet de Port-au-Prince s'est pour sa part dessaisi. Maître Luc Mandelil a annoncé que le dossier de Moloscott est acheminé au cabinet d'instruction pour les suites légales. Le chef du parquet a précisé que des éléments en la possession de la justice ont empêché le classement sans suite de ce dossier. Le parquet n'est pas une juridiction pour mener des enquêtes. Et nous ne sommes pas des juges indices, donc c'est le cabinet d'instruction. Donc je crois que le magistrat instructeur est apte et est compétent. Et c'est quand même son métier pour mener les enquêtes et pour approfondir l'enquête et pour pouvoir, et dans tout ça, qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc pour croire, et M. Moloscott, et d'après la plainte qu'on a portée contre M. Laventure, le DG de la douane, donc a fait que la lumière soit faite. Et au terme de l'article 37 du Code d'instruction criminelle. Et donc le parquet fera ce que de droit. C'est parce qu'il y a tellement des indices graves et concordants, et à ce moment-là, que le parquet ne peut pas classer le dossier sans suite. C'est parce qu'il y a matière à poursuivre. Il y a des indices vraiment graves, clairs, irréfutables. La délégation du groupe consultatif spécial du Conseil économique et social des Nations Unies, ECOSOC, a mis un terme ce vendredi à une visite de 4 jours en Haïti. À leur départ, quelques membres de la délégation ont fait le point sur cette tournée en estimant que beaucoup de progrès ont été réalisés. Toutefois, ils ont fait remarquer que le gouvernement devrait travailler davantage afin d'instaurer l'état de droit en Haïti. Suivez les explications du diplomate Gilles Rivard, chef de la délégation. Nous avons parlé du CAED, nous avons parlé aussi d'un certain nombre d'initiatives à caractère économique. Nous avons parlé des efforts de reconstruction, des efforts au niveau de la protection civile. Il nous a parlé en détail des enjeux qui entourent tout l'état de droit. En d'autres termes, le Premier ministre, avec le bureau et l'assistance légale aux justiciables démunis, surtout sur la détention préventive. Je dois vous dire que c'était une visite extrêmement révélatrice pour nous. Nous avons rencontré un groupe d'avocats qui se consacre à essayer de libérer des détenus en détention préventive. Et actuellement, les résultats sont assez spectaculaires. Alors, pour nous, c'était une occasion d'évaluer la situation. Dans le cas de la société civile, les ONG, évidemment, nous avons fait le tour de la situation. Les ONG sont parfois critiquées en Haïti. Souvent, on a tendance à assimiler des ONG à toutes sortes de groupes. Alors, pour eux, c'était important de clarifier un peu leur situation, de parler aussi du forum qui devait avoir lieu, je pense, le 16 mai, qui a été reporté. Pour eux, c'est très important que la coordination et la consultation et les communications avec le gouvernement se fassent. Et la tenue de ce forum, pour eux, est une priorité afin justement de confirmer leur rôle et de s'assurer que la coordination entre tous ces ONG et le gouvernement se fasse de façon plus harmonieuse. Alors, ils nous ont expliqué leur situation, leur mandat, leurs préoccupations, et ça nous a permis aussi de prendre acte de leur souhait, qui est évidemment ce forum de coordination. Voilà. Les responsables de l'Institut du bien-être social et des recherches, l'IBESR, ont procédé ce vendredi au lancement de la Semaine de l'enfant du 3 au 9 juin prochain. Selon Arielle Gentil-Vildroin, directrice générale de l'IBESR, de nombreuses activités seront organisées, notamment des conférences-débats dans les universités et la rencontre des enfants avec plusieurs parlementaires. En un an, je dis que Timounio exerçait 3 pouvoirs. Et pour fête nationale de l'enfant l'année dernière, il y a des parlementaires, il y a dans le Parlement,
ils font plaidoyer et me dit que gan pile résultat de participation Timoun sa dans le Parlement parce que tu as fait plaidoyer pour ratifier la convention de la haie, ils passé le 7 juin et le 11 parlementaires ont ratifié la convention tellement impact là est important pour côté Timoun a font plaidoyer et a expliquer l'importance de ratification convention ça. Alors, et pour le 20 novembre, tu as un conseil des ministres, donc pouvoir exécutif, et année ça, Timounio, mercredi, ils vont aller dans le tribunal pour mineurs. Ils vont faire plaidoyer pour tout le monde qui est confié avec la loi. Timoun qui est en détention préventive prolongée, parce que nous connaissons déni de droit Timounio, pas de supposé en prison, et son façon pour nous conscientiser, juges, qui sont caillou pour expliquer que Timounio pas en prison. Donc Timounio mérite un traitement différent. Donc Timounio pas le faire plaidoyer à eux-mêmes. Bien-être social dans le livre en folie, côté nous fait publier une compilation de textes de loi sur la protection de l'enfant. Et ça sont compilations côté toute loi nationale et internationale pour montrer que dans le pays la loi existait, mais il est temps pour loi respecter et puis appliquer. La 3e édition du Salon de technologie, de l'énergie et de l'environnement se poursuit. Ce salon de la technologie organisé par l'Association haïtienne pour le développement des technologies de l'information et de la communication ATIC se déroule cette année sous le thème « Le futur, c'est maintenant ». Et nous avons décidé d'innover vraiment. Premier bagage que nous faisons, on fois qui était fait sur 3 jours, je dis nous prenons le risque, nous faisons sur 5 jours. Nous devons séparer aspect scientifique, aspect intellectuel, voilà, avec côté commercial. Là. Donc, depuis mercredi, pendant 2 jours, mercredi, jeudi, il y a environ 1 millier de jeunes qui participaient dans une vingtaine de conférences. Et même moi-même, j'ai été étonné par la qualité contenu conférence. Donc, jeunes sont aussi assez satisfaits. Nous innovons encore. Une conférence a continué pendant le week-end. Et puis, nous réalisons des conférences en duplex avec la province. Le président de la République, Michel-Joseph Martelly, a apporté son plein soutien au Bureau haïtien du droit d'auteur. Il a ainsi scellé son adhésion au BHDA en paraphant un accord ce vendredi avec la directrice de l'institution, Émilie Prophète. Le chef de l'État fait savoir aux artistes et créateurs haïtiens que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour leur permettre de vivre de leurs droits. Michel Martelly. Je veux dire, un bureau qui a pour enregistrer un bagage qu'on fait, une œuvre, un bagage qu'on crée. Et une fois enregistré dans le bureau, soit créé, c'est pour lier. On peut utiliser, on peut ranger, on peut jouer, on peut copier. Ou à toucher pour ça. Vous dire n'importe qui monde jouer n'importe qui musique, comme nous sommes dans un pays en désordre, nous sommes normal, mais sont en désordre liés. N'importe radio, n'importe qui télévision, à bail Coupe d'Europe, ou pas payer pour lui, c'est des ordres liés. Ou à bail carnaval là comme ça, dans libre comme ça, si un comité carnavalesque qui est responsable de carnaval là, c'est lui qui a nos droits de retransmission. Je ne sais pas que le bureau a dit à l'Iparé pour le payer nous sous œuvres, mais dans un premier temps, l'a enregistrer les œuvres, la reconnaître que les œuvres là, c'est à faire parolier. Dans un second temps, la protéger au côté pour le protéger. Et dans un futur peut-être plus loin, l'organiser, il y a qu'à commencer à payer artistes. Parce que c'est rêve tout artiste. Puis ils vivent de ça que vous faites. Dans chaque pays, dans tout pays sous la terre, musique ou passe dans la radio, par contre, c'est 25 cobs, c'est 50 cobs, radio a payé pour musique qui passe une fois. Parce que 2 fois, c'est 50 cobs, les vins $1. Si 3 fois, $50. La directrice du BHDA a attiré l'attention du chef de l'État sur les problèmes structurels auxquels l'institution fait face. Émilie Prophète. Les créateurs apprécient votre choix de la proximité. Et je crois qu'il n'y a pas d'acte plus généreux que d'aller vers les autres. Les créateurs savent désormais qu'ils comptent pour vous et cette légitimation de leur importance à vos yeux ne peut être que bénéfique à la production dont a besoin notre pays pour créer et redistribuer de la richesse. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de tout cœur, merci pour votre présence.
La 19e édition de Livres en folie a attiré la grande foule cette année encore. Entre 10 et 15 000 participants avaient fait le déplacement à ce salon littéraire et culturel qui s'est tenu au parc historique de la Canne à Sucre. Le directeur du quotidien Le Nouvelliste, Max Chauvet, l'un des organisateurs visiblement satisfaits, compte faire mieux l'année prochaine. Pour moi, c'est une grande réussite pour plusieurs raisons. La première, la plus importante, c'est l'importance accrue des jeunes à Livres en folie. Pour moi, ça me réjouit le bonheur parce qu'en fait, on peut se dire que l'avenir est assuré. On a des jeunes lecteurs en devenir, ils commencent à s'intéresser à l'événement Livres en folie et je suis sûr qu'ils vont continuer à être des lecteurs assidus et s'approvisionner d'année en année et à l'occasion de Livres en folie. Je ne m'attendais pas, et là c'est la grande surprise, je ne m'attendais pas à autant de monde. Je dirais que nous avons déjà dépassé le cap des 9 000 visiteurs. Je pense que d'ici la journée, on sera très proche de 12 000, ce qui pour moi est ahurissant.